Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Il est né dans un monde qui se disait éternel. Un monde sûr de lui, sûr de ses lois, sûr de sa civilisation. Un monde qui se proclamait encore romain, encore victorieux, encore civilisé, alors même qu'il se fissurait de toutes parts. En l'an 354, dans une petite ville d'Afrique du Nord, qu'on appelle Tagaste, naît Augustin. Alors rien du tout en apparence ne le destinait à devenir l'un des penseurs les plus influents de toute l'histoire occidentale. Il n'est pas né à Rome, il n'est pas né dans une grande famille, il n'est pas né dans un âge de stabilité. Il naît en fait dans une province éloignée, dans une Afrique romaine prospère, mais déjà inquiète, dans un empire qui commence à douter de lui-même sans vraiment l'admettre encore. C'est ça d'abord qu'il faut comprendre. Augustin est un homme de la fin d'un monde. Et c'est précisément ce qui fait de lui un homme pour tous les temps, si j'ose dire. Car le monde d'Augustin est un monde paradoxal. Un monde où les inscriptions proclament encore l'âge d'or, tandis que les impôts écrasent les pauvres. Un monde où les villes se parent de monuments grandioses, tandis que les campagnes s'appauvrissent. Un monde où l'Empire se veut universel, mais où la violence, la peur et la brutalité progressent. L'Afrique romaine, où grandit Augustin, donc, c'est pas un décor exotique, c'est l'un des piliers de l'Empire. Grenier à blé, terre de grande famille, région profondément latinisée. On y parle latin, on y pense même en latin, on s'y veut plus romain que les Romains même. Mais sous cette façade, quelque chose craque. Les anciennes certitudes ne suffisent plus. Les cadres politiques, sociaux, culturels, hérités de Rome, commencent à vaciller. Les hommes continuent à vivre comme avant, mais ils ne croient plus tout à fait à ce qu'ils vivent. Augustin naît dans cet entre-deux, si j'ose dire, entre prospérité et déclin, entre certitude et inquiétude, entre tradition et mutation. Il naît aussi dans une famille traversée par des tensions profondes. Un père, Patricius, petit notable ambitieux, païen, colérique, fier de son fils, c'est vrai, mais déjà dépassé par un monde qu'il ne maîtrise plus. Une mère, Monique, chrétienne fervente, intuitive, intransigeante, persuadée que le salut de son fils est une affaire vitale, presque une obsession. Entre eux, Augustin grandit. Entre deux visions du monde, entre deux fidélités, entre deux formes d'autorité. Très tôt, quelque chose s'installe en lui, une inquiétude, un malaise, un décalage entre ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Parce qu'Augustin n'est pas du tout un enfant paisible, il observe, il se souvient, il analyse. Bien plus tard devenu évêque, il va oser écrire une chose presque scandaleuse, que l'enfant n'est pas innocent par nature, que le désir, la jalousie, la colère sont là dès le commencement. Autrement dit, Augustin commence par se méfier de lui-même. Et c'est là que commence l'essentiel. Ce que je vais montrer dans cette émission, c'est pas seulement la trajectoire d'un futur saint, c'est la naissance progressive d'une manière nouvelle d'être au monde. Augustin ne cherche pas seulement à réussir, il ne cherche pas seulement à croire, il cherche à comprendre ce qui se passe en lui. Pourquoi désire-t-on ce que l'on sait mauvais ? Pourquoi la volonté se divise-t-elle contre elle-même ? Pourquoi l'homme se connaît-il si mal ? Ces questions, aucun philosophe antique ne les avait posées de cette façon. Aucun moraliste romain ne les avait affrontées de front. Augustin va le faire, mais il va le faire parce qu'il souffre, parce qu'il doute, parce qu'il échoue et parce qu'il se perd. Alors la promesse de l'émission est la suivante. Derrière la figure figée du saint, derrière le théologien parfois jugé austère, se cache un homme qui a vécu intensément la crise de son temps et qui, à partir de cette crise, a contribué à inventer quelque chose de radicalement nouveau, l'homme intérieur. Un homme qui se raconte, un homme qui s'examine, un homme qui se juge. Un homme qui ne se contente plus d'obéir à des lois extérieures, mais qui découvre en lui-même un champ de bataille. Ce qu'on appelle aujourd'hui introspection
Conscience, conflit intérieur, responsabilité morale, Augustin en est l'un des premiers grands explorateurs. Et c'est pourquoi son histoire n'est pas seulement celle du christianisme naissant, c'est aussi déjà la nôtre. Dans 5000 ans d'histoire, Saint Augustin ou l'invention de l'homme intérieur. Augustin naît à Tagaste le 13 novembre 354, pour le peu qu'on en sache. Une petite ville d'Afrique du Nord, aujourd'hui c'est Soukaras, aux confins de l'Algérie et de la Tunisie. Tagaste, c'est ni un village, ni une métropole, c'est une cité romaine de plein droit, ce qu'on appelle un municipé, où tous les hommes libres sont citoyens romains depuis des générations, bien avant même que l'édit de Caracalla ne généralise cette citoyenneté à l'ensemble de l'Empire. Autrement dit, et c'est important, Augustin ne devient pas romain, il naît romain. Mais il naît romain loin de Rome, dans une Afrique profondément intégrée à l'Empire, mais géographiquement périphérique, symboliquement fragile. Tagaste est une petite cité, une Kiwita Parua, une ville modeste. Une dizaine d'hectares à peine, c'est pour vous dire. Pas de monuments spectaculaires, pas de grandes inscriptions conservées, et pourtant, elle possède tout l'équipement d'une ville romaine. Un forum, une curie, des magistrats et des notables. C'est une ville de petits bourgeois romains attachés à leur statut, jaloux de leur dignité et évidemment inquiets pour leur avenir. La famille d'Augustin appartient à ce monde-là. Son père, Patricius, est ce qu'on appelle un curial, et les membres du conseil municipal tenus d'assumer des charges publiques qui sont coûteuses. Il n'est pas riche, mais il n'est pas misérable non plus. Il est ce qu'on appelle un non-estior, modeste, assez nanti pour pas tomber parmi les humbles, mais toujours menacé d'y tomber quand même. On n'est pas très très loin. C'est même pas une petite bourgeoisie, ce serait la middle class aujourd'hui, le bas de la classe moyenne, voyez. La fortune familiale repose sur quelques terres, une vigne, une économie de subsistance, rien n'est superflu, tout est calculé. Dans ce monde-là, la chute sociale est une véritable obsession, parce que le statut de curial, en fait, c'est un piège. On est tenu d'assumer des charges financières lourdes sans disposer nécessairement de revenus qui correspondent. Et échouer, c'est risquer de finir parmi les humiliores, ceux qui n'ont plus de voix civique, ceux qui travaillent pour les autres, ceux qui comptent peu, si vous voulez. Et c'est ça que Patricius veut à tout prix éviter pour son fils. Une seule issue existe à ce moment-là, l'école. Pas neutre aujourd'hui. La culture classique, le latin, la rhétorique, l'éducation, si vous voulez, c'est une stratégie de survie sociale. Augustin grandit donc dans un univers où, et j'insiste, tout repose sur la réussite scolaire. Il est désigné très tôt comme un enfant prometteur, bone spei puer, un enfant de bon espoir. La famille se serre la ceinture pour financer ses études à Mador. Ça, c'était il y a 16 siècles. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Quand on entend souvent moi je préfère manger des pâtes, mais au moins mon enfant va partir ci, va faire ça, etc. etc. Ça n'a pas changé, vous voyez. Et puis survient un premier échec. Une année entière d'oisiveté à Tagaste, faute d'argent pour l'envoyer à Carthage. Et cette année-là est une année décisive, parce qu'elle marque Augustin durablement. Il va la vivre comme un temps perdu, dangereux, moralement dangereux, presque humiliant. Il sait ce qu'il attend, encore une fois, s'il ne réussit pas. À 18 ans, l'entrée obligatoire dans la curie, le poids d'une vie étriquée, la reproduction sociale, sans échappatoire. À quelques pas de cette médiocrité redoutée, on va dire, il existe aussi un contre-modèle, Romanianus, grand notable de Tagaste, riche propriétaire, protecteur, influent, ce Romanianus. Il incarne ce que peut être la réussite africaine romaine, la Roman Way of Life, le faste, les jeux, les banquets, la reconnaissance publique. Et Augustin l'observe, et il est, comme tous les gosses, il est fasciné. Les gosses, entre guillemets. Plus tard, devenu chrétien, il va dénoncer cette illusion, c'est vrai, mais adolescent, il la subit pleinement.
Et comme tant d'autres, il apprend très tôt cette leçon brutale. Dans ce monde, seuls les riches semblent vraiment exister. Oui, rien ne change. Culturellement, Augustin est strictement, j'insiste, latin. Il ne parle pas le grec, il méprise les langues locales, il associe spontanément romanité et civilisation. Pourtant, l'Afrique dans laquelle il vit est une Afrique, est un monde pluriel, si vous voulez, latine dans les villes, punique dans les campagnes, marquée par des survivances culturelles profondes quand même. Punique, ça veut dire tribal, voilà. Augustin en est conscient, mais sans jamais s'y identifier pleinement. Il va se dire africain, en fait, mais toujours africain romain. Son horizon politique, culturel, intellectuel, c'est celui de Rome, là, faut pas s'y tromper. Et ce point est absolument fondamental, parce que, encore une fois, Augustin ne naît pas dans un monde en ruine, il naît dans un monde qui est encore un monde prospère, encore ordonné, encore confiant. L'Afrique du IVe siècle, c'est l'une des provinces les plus stables de l'Empire. Les grandes invasions n'ont pas encore fait leur irruption dans ces territoires. Les villes sont restaurées, elles sont embellies, l'ordre tient. Ça n'a pas duré longtemps, mais l'ordre tient. Quelque chose est malgré tout déjà fragilisé, c'est la certitude de l'avenir, parce qu'encore une fois, ils ont des infos de ce qui se passe, entre guillemets, sur le continent. Augustin grandit dans un monde où on sent confusément que la réussite est plus difficile qu'avant, où les positions ne sont plus garanties, où l'identité romaine ne suffit plus à rassurer. C'est dans cet entre-deux, ni misère, ni abondance, ni effondrement, ni âge d'or, que se forme le jeune Augustin. Un enfant romain d'Afrique, pauvre sans être démuni, cultivé sans être assuré, ambitieux sans être en paix. Et avant même de s'interroger sur Dieu, avant même de douter des doctrines, on va voir ça, Augustin fait déjà l'expérience fondamentale de sa vie, celle d'une existence placée sous le signe de l'inquiétude.